Oh, you're all right. Yes, I'm all right. You lied to me. No, well, I did just Telling me a a little bit. ridiculous story No, about a it wasn't a leopard. ridiculous story. I have a leopard. Well, where is the right leopard? in there. I don't believe you, Susan. But you have to believe me. I've See, been a I've still victim of proof. your unbridled imagination once more. All the way you're talking about. De cette époque tout à fait stupéfiante dans la comédie, et en particulier américaine, qui n'a jamais été égalée depuis. Enfin, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais ce type de comédie-là, bon, elles sont absolument uniques. Alors, il n'y a pas eu que Howard Hawks pour faire des comédies de ce niveau. Il y a d'autres, à commencer par Cukor, par Capra et quelques autres. Mais il faut reconnaître quand même que Howard Hawks reste peut-être, non pas... Enfin, ou Lubitsch, par exemple, mais enfin, Lubitsch, c'est souvent un peu différent. Non pas celui qui fait le mieux la comédie, c'est simplement celui qui la filme peut-être le mieux. Mais enfin, on va en parler maintenant. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ce film. Il est quand même un des grands classiques du cinéma. Et alors, je vais toujours poser la même question. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Vous n'êtes pas très nombreux. Vous êtes quand même... dans l'ensemble, bon, c'est un film qui a été vu, revu plusieurs fois. Il est même repassé tout récemment encore à la télévision, sur Arte et Scandale. Ils l'ont passé en version française, ce qui est inadmissible, étant donné qu'une comédie, en particulier une comédie américaine, il faut écouter les voix des acteurs, et en particulier quand vous avez ici deux des meilleurs comédiens de l'époque du cinéma américain, même si Cary Grant est un acteur, enfin, est d'origine anglaise, il est british, il n'est pas directement américain, mais on a fait rarement mieux sur le jeu d'acteur que dans ce film, enfin, dans le jeu d'acteur de comédie. Bien, alors moi je vous écoute au départ, parce que c'est un film qui est apparemment, enfin, comme beaucoup de cette comédie-là, de cette époque-là, qui joue un peu l'absurde, mais c'est quand même autre chose que l'absurde. Ce n'était pas du tout un absurde à la, je dirais, à la française ou même à l'anglaise, qui est beaucoup plus humoristique. Ici, on n'est pas dans l'humour, on est dans le dérapage perpétuel, et ça, c'est là où on est vraiment chez Howard Hawks, perpétuel de l'intelligence, c'est-à-dire de la logique. Toute chose logique doit obligatoirement, mais immédiatement déraper. Donc à ce moment-là, on est entraîné de plus en plus, évidemment, à cette sorte de folie. Et en même temps, le film même, le rythme du film, joue sur cette machine qui s'emballe de plus en plus et qui devient de plus en plus folle, comme on a pu le voir, avec en effet une espèce de jeu sur les animaux, sur les êtres humains, ne sachant plus très bien qui est l'animal et qui est l'être humain, puisque c'est là-dessus que ça se joue. Donc voilà un peu comment se déroule ce film. Alors, juste d'abord quelques mots sur Howard Hawks. Howard Hawks a été l'un des très grands cinéastes américains de cette époque. On peut dire qu'ils sont trois d'ailleurs à ce moment-là. Il y en a d'autres bien sûr, mais les trois très grands, c'est Howard Hawks, John Ford et Raoul Walsh. John Ford est plus sérieux. Enfin, John Ford a fait quelques comédies, mais jamais sur ce ton-là. Raoul Walsh a fait aussi quelques comédies, mais jamais sur ce ton-là. Alors que le génie de Hawks est qu'il a travaillé tous les genres que travaillait Hollywood. Il a fait aussi bien western, comédie, thriller, enfin, il a tout fait. Avec une seule ambition, faire toujours, dans chacun de ses films, disons, le chef-d'œuvre, ou en tous les cas, le film qui soit le genre très précis qu'il travaille. Là, il travaille la comédie à l'américaine. Il faut que ce soit la perfection de la comédie à l'américaine. Quand il travaille, mettons, je sais pas, des films comme Le Grand Sommeil, ce sera le meilleur thriller de l'époque.
etc. Quand il travaille des films comme Atari, ce sera le meilleur film d'aventure, etc. À chaque fois, c'est la perfection, et cette recherche de perfection, qui est d'abord une recherche dans l'écriture même, bah, bah, donne ce résultat qui, en effet, et avec le temps, ne peut pas se démoder, parce que, je répète, on ne peut pas faire mieux dans des genres qui aujourd'hui évidemment ont évolué. La plupart de ces genres ne sont plus traités de la même façon aujourd'hui, mais en tout cas, de 1926, quand Hawks démarre jusqu'à 1965 où il arrête, on peut dire qu'en effet il a réussi son coup d'être le meilleur dans tous les genres sans exception. Le meilleur, je répète, dans le genre. C'est pas forcément, par exemple, si vous connaissez le western de John Ford, il peut être plus riche, mais les westerns de Hawks sont tout aussi parfaits. Le problème de Hawks, c'est que ça manque un peu de... Enfin, l'intelligence est tellement là que le sentiment, les sensations, la sensibilité est évidemment moins travaillée que chez d'autres cinéastes, en particulier Ford, qui lui travaille justement à fond la corde émotionnelle, alors que Hawks, ça reste, je dirais pas froid, mais c'est très sec, en fait. C'est très limpide, mais ça fonctionne, et puis c'est tout. Mais ne cherchez pas du sentiment chez Hawks. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas, mais il les masque. Il masque tout le temps, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, ici, on peut très bien dire, et il a certainement voulu le travailler comme ça, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Un homme et une femme. Il leur faut beaucoup de difficultés ou affronter beaucoup de péripéties pour déclarer leur amour. Alors, c'est d'autant plus intéressant, évidemment, que tout est fait sur la catastrophe. Et que, finalement, un amour qui se bâtit sur la catastrophe, ce n'est pas inintéressant. C'est une comédie. Et voilà, c'est ce que vous avez vu. Alors, évidemment, la catastrophe, alors là, c'est là où ça devient aussi très américain, et puis surtout très Hawks, ce sera toujours la femme. Alors la femme dans la comédie chez Hawks, mais les femmes dans les films sérieux sont toujours les reliées à une idée qu'elles sont... C'est pas vraiment... bien sûr, ça a un arrière-goût de misogynie, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas le discours que tient Hawks. Hawks tient un discours très américain, c'est-à-dire l'homme est fait pour dominer la nature et gérer la nature, donc le monde. C'est sa fonction. Il doit être sérieux et ne faire que ça. Tout le début du film, notre héros, notre homme, a reconstitué un dinosaure. Il a bien fait son travail, c'est extrêmement sérieux. Et enfin, on a trouvé la dernière pièce du puzzle. Et ça y est, on a reconstitué la bête. Bon, donc, un scientifique sérieux. Il est là pour ça, et en effet, il est là pour comprendre la nature, comprendre le monde, l'évolution, etc. Bon, voilà. Et la femme a un petit défaut, c'est qu'elle est totalement liée à la nature. Donc, à ce moment-là, elle entre dans l'univers de l'homme et déglingue tout. Et alors, ça dépend des films. Je vous dis, mais malgré tout, vous verrez n'importe quel film de Hawks, vous aurez toujours ce schéma-là. Avec, évidemment, un art quand même très agréable de représenter les femmes d'une manière au moins visuellement superbe. Quelques-unes des plus belles actrices d'Hollywood
ont été filmés par lui. Et on peut dire, ne serait-ce que par exemple Marilyn Monroe, etc., enfin Rita Hayworth, enfin toutes les plus grandes actrices et les plus belles d'Hollywood sont passées sont passées dans sa caméra. Et non, parce que en plus c'était quelqu'un qui était quand même très puritain en même temps. Mais il a enfin, on sent une grande admiration pour la femme qui, après tout, si on veut le résumer son discours, après tout, mérite autant que la nature qu'on s'occupe d'elle, et il n'y a aucune raison qu'elle soit mise à l'écart. Donc elle veut sa place, elle est parfaitement américaine, et elle aura sa place. Et à la fin du film, tous les films de Hawks, et ici ça ne fait pas exception, elle a pris la place. Bon, alors, ici évidemment, elle le fait à la catastrophe totale, jusqu'à la destruction même du travail de l'homme qu'elle aime, mais au moins, puisqu'elle fait partie de la nature, il est tout à fait logique qu'à la fin, l'homme s'occupe d'elle, puisqu'elle est la nature. Donc, voilà. Vous êtes dans une sorte, évidemment, de logique admirable, parfaitement menée jusqu'au bout, mais qui est en même temps très révélatrice, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, je répète, parce que vraiment l'intelligence est... quelqu'un avait dit, l'évidence est la preuve du génie de Hawks. Tout est évident chez Hawks. Donc, jouant sur cette évidence, tout devient une sorte de démonstration très brillante, qui, à chaque fois, évidemment, est fidèle au genre qu'il traite. Donc, là où vous avez la comédie à l'absurde du style américain, donc vous avez c'est traité admirablement bien. Alors, si vous suivez le scénario, enfin la façon dont se développent les scènes, vous apercevez que chaque fois qu'une chose est dite, immédiatement la répercussion sur comment la faire aller ailleurs. Donc automatiquement, et en particulier sur les animaux. Alors, par exemple ici, le fait que le personnage le plus dangereux du film, ce n'est pas le léopard méchant, c'est elle. Et à la fin, le pauvre léopard méchant voudrait bien se sauver, mais il ne peut plus. Elle le traîne et elle l'amène. Donc elle domine tout le monde. Et cette espèce de jeu comme ça sur la façon dont on cherche, enfin, dont les personnages, évidemment, et ici les personnages féminins, oui, enfin, je dis bien déglinguent, c'est bien ça, déglinguent toutes les situations, toutes les scènes, etc. Et alors, évidemment, quand on regarde, par exemple, le début du film, ça pose comme ça, un peu la comédie. Bon, on regarde le ton, il y a le dialogue, qui est aussi très fait là-dessus, parce que le dialogue est admirable, de concision, de précision, et en même temps aussi de dérapage, tout le temps, de perpétuel dérapage. Et peu à peu, la situation est à la fois sonore, c'est-à-dire par l'oreille. De ce point de vue-là, Hawks, même s'il a commencé autant à la fin du muet, est quand même un des grands cinéastes du parlant, en tout cas dans cette période-là. Et en même temps aussi, c'est quelqu'un qui, sur ce jeu de la parole, en même temps travaille aussi sur la situation elle-même. Bon, par exemple, le travail au début de l'entrée dans l'hôtel où le professeur Huxley doit rencontrer Monsieur Peabody, cette espèce d'entrée avec elle dans cette robe du soir, qui vaut ce qu'elle vaut, ça n'a pas d'importance, et tout ce qui se déclenche dans le sujet de cette scène, avec en particulier cette sortie archi-puritaine qui est en même temps d'une allusion sexuelle terrible, parce que là aussi, il y a chez Hawks, évidemment, à partir du moment où il travaille fondamentalement le rapport du masculin et du féminin, la sexualité est extrêmement présente, évidemment très pudique, mais à vous de jouer. Et il est vrai que si on regarde le film d'une certaine façon, c'est évident que c'est à celui qui
ou plutôt à celle qui essaiera d'exciter le maximum le mal. D'où aussi l'importance des animaux dans le film. C'est pas pour rien. On est vraiment au niveau de la nature première. Donc, il faut que ça fonctionne. Alors, enfin voilà, déjà au moins cette première approche de Hawks, mais j'aurais pu vous présenter un autre film de Hawks, hein, je répète, dans un autre genre, vous aurez le même discours, mais retravaillé autrement à chaque fois, vraiment autrement. Toujours, apparemment, le genre est respecté, apparemment. Le génie de Hawks fonctionne de bout en bout du film, je répète, toujours avec une extrême intelligence. Et il suffit d'écouter quelques dialogues, vous savez, quelques phrases de dialogue pour s'apercevoir que par rapport à d'autres comédies, ça fonctionne admirablement bien. Et alors, en plus, la mise en scène. Hawks avait pris le principe le plus élémentaire de la mise en scène de cinéma, c'est-à-dire mettre toujours, c'était exactement ce qu'il disait, je le répète, mettre toujours la caméra à la hauteur de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire très précisément à la hauteur des yeux. Il faut que la caméra soit toujours à la hauteur. Bon, alors en même temps, bien sûr que ça peut se jouer, mais le tout est de savoir où est la hauteur, savoir qui domine, qui ne domine pas, en ne montrant pas, ce que font beaucoup d'autres metteurs en scène, par des positions de caméra, qui domine ou qui ne domine pas. Vous ne le voyez pas. Ça glisse, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est un jeu de construction de cinéma absolument admirable, qui est en même temps travaillé sur une autre chose fondamentale pour un film, et en particulier un film américain, c'est-à-dire l'action. Il faut que l'action ne tombe pas un seul instant. Bon, ça dans tous les films de Hawks, et dans celui-ci en particulier. Vous n'avez pas, vous avez quand même vu assez de films, je pense, en particulier, même des comédies. Vous savez très bien que dans des comédies, il y a des scènes qui d'un seul coup alourdissent ou ralentissent, où on passe sur une autre tonalité. Ici, de A à Z, vous êtes toujours dans la même tonalité. Vous n'avez pas le temps de passer à un autre registre. Vous êtes toujours dedans. En même temps, fait à une vitesse constante qui est donnée dès le départ. Et en particulier dans un film qui est de la même époque, qui est 20th Centuries, où alors là, Hawks va aller très loin, c'est-à-dire il va faire débiter les dialogues 2 fois plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que d'un seul coup, les acteurs disent leur texte à une vitesse accélérée, et comme si c'était le fait de parler qui devient le moteur même de l'action et de la façon dont les choses vont se dérouler. C'est à la fois verbal, mais c'est surtout rythmique, donc, et sonore. Ça. C'est pour ça que voir un film comme ça en doublage, ça n'a pas de sens. Aucun acteur doublant le film ne peut avoir ce qui est travaillé, c'est les timbres, etc. Alors vous avez un moment parfaitement expressif de ça, c'est le moment de l'imitation du cri, puisque là c'est aussi un langage, donc l'imitation du cri du léopard. Dans un coup, comment on fait, les vibrations, etc. Et là, on est dans la technique. Et tout le film est comme ça, fait sur cette technique-là. Et évidemment, le spectateur est pris dedans. Et il ne peut pas résister à cette espèce de déferlement d'action, de tension, et en même temps aussi de plaisir, évidemment. Et je répète, vous voyez un autre film de Hawks, vous verrez que c'est la même chose. Jamais Hawks ne laisse traîner. C'est-à-dire que c'est comme s'il travaille, enfin, fondamentalement, il travaille l'énergie. Et l'énergie doit être là,
Et en même temps, l'énergie peut se suspendre, comme si, en se suspendant, il y a appel d'une nouvelle énergie qui relance. On peut dire que c'est un côté machine, quoi. C'est-à-dire que comme une machine qui est à la fois énergie, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a l'énergie, l'autre énergie physique, il n'y a pas des professeurs de physique là. Comment vous dites? Non, pas, oui, enfin, c'est celle qui est potentielle, voilà, une énergie potentielle qui attend de pouvoir se recharger pour repartir. Et c'est comme ça que tout le cinéma de Hawks est travaillé. Et évidemment, c'est une des raisons pourquoi il a eu, au fond, tellement d'importance pour d'autres cinéastes, parce que c'est un modèle de comment entretenir et, je dirais, diriger non plus les acteurs, non plus la situation, non plus la dramaturgie, mais directement l'énergie du récit. Et donc c'est de cela, c'est en cela qu'il nous concerne et qui nous émerveille. Et en même temps aussi qu'il nous entraîne, forcément. Il y a chez lui un phénomène d'entraînement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, je répète, de ce point de vue, il est profondément américain. C'est-à-dire que l'Amérique se conçoit sur sa dynamique, sur son rythme. Donc il représente cette dynamique, il représente ce rythme. Et il est dedans. On est américain chez Hawks. Et une Amérique peut-être très bostonienne, enfin, l'Amérique, je répète, puritaine, mais dans le sens, de toute façon, toute action doit l'emporter, toute action doit triompher. Il n'y a pas de possibilité chez... Alors que ça se trouve chez Ford, mais Ford n'est pas directement américain, il est quand même d'origine irlandaise, donc il y a autre chose. Mais chez Hawks, on est vraiment dans la mentalité fondamentale américaine, et je répète, cette mentalité puritaine, vraiment, et je dirais Mayflower. Enfin, c'est vraiment ceux qui ont débarqué aux États-Unis et qui ont fait l'Amérique. Donc il est ce cinéaste-là, et là vous l'avez dans une représentation évidemment magnifiquement exagérée, qui est celle du burlesque. Donc de la déraison poussée jusqu'au bout d'elle-même pour retrouver une logique parfaite. C'est-à-dire qu'à la fin, toute la scène de la prison où il n'y a plus aucune logique va se reconstituer et se reformer pour retrouver une logique. On peut redémarrer maintenant, on peut ressortir, tout va fonctionner. C'est très, très intéressant à regarder la fabrique. C'est une superbe fabrique. Enfin, je vous donne ça, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein, au fond. Je suis en train de vous faire le panneau des films. Je ne sais pas d'autres réactions. Enfin, j'espère en tout cas que ceux qui le voient pour la première fois se sont quand même amusés, quand même. Quand même, hein, pardon. Et c'est un film qui... C'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que cette période américaine des années 1920, du temps de muet sur le comique, et ensuite, à partir des années 1930, de 30 à 40, bon, là, ça a commencé dans le comique avec aussi les Max Brothers, etc., dans le comique parlant. Et c'était une période absolument bénie, quoi. Ça ne s'est jamais retrouvé après. Et en même temps aussi, il y avait une nécessité, je dirais, commerciale, mais dans le sens où le commerce se fait sur l'intérêt même du pays. C'est quand même la grande crise. Il faut faire rire, il faut distraire. Donc il faut faire oublier au public son quotidien. Et donc on ne lésine pas
et cette espèce de dynamisme et de force que l'on donne par le rire et grâce au rire, on a distrait ce spectateur qui n'est pas forcément heureux dans la vie réelle, et on lui a donné à la fois de l'espérance, on lui a donné de la joie, de l'absurde. Bon, après tout, toutes les situations comme ça sont absurdes, mais on s'amuse bien, etc. Mais évidemment, c'est une absurdité quand on voit le nombre de films dits de comédie qui travaillent sur l'absurde, un absurde qui était vraiment absurde. Là, c'est quand même, on sent la différence. C'est-à-dire que, et en plus, il n'y a pas la moindre, le moindre recours à des rires plus ou moins gras, plus ou moins vulgaires, etc. C'est quand même d'une élégance de bout en bout du film tout à fait magnifique. Et puis évidemment, en plus, la possibilité de donner aux acteurs, et en particulier au Gary Grant, bien sûr, qui est un immense comédien, enfin dans tous les domaines, de même que Katharine Hepburn. Mais Katharine Hepburn, pour moi, ça reste la plus grande comédienne américaine, et peut-être une des plus grandes comédiennes du monde de cette époque-là. Elle est peut-être moins belle que d'autres, enfin, quoique, c'est pas mal, mais elle a un jeu, en plus un dynamisme absolument magnifique. Bien sûr, Hawks s'est amusé à lui donner à la fin une sorte de jouer un autre registre, d'un seul coup de jouer la femme des mauvaises vies, etc. Bon, mais ça, c'est très drôle, quoi. Et elle le joue très bien. Moi, je trouve qu'elle le joue admirablement bien, parce qu'elle le joue faux, exagéré, mais en même temps très vrai. Donc ça devient magnifique. Mais le spectateur sait qu'elle le joue faux. Et ça, il faut quand même être une très, très, très grande comédienne pour savoir jouer comme ça cette espèce de non... comment dirais-je, non-arrêt d'une tonalité, jouer sur deux tonalités qui se jouxtent. Et bon, elle le fait magnifiquement bien, évidemment. De toute façon, les films avec Katharine Hepburn, il en a Hawks en a tourné plusieurs avec elle. Enfin bon, qu'elle soit chez Cukor, qu'elle soit chez lui, qu'elle soit enfin chez d'autres, dans les comédies, elle est toujours sublime, il faut bien le dire. Dans les drames aussi, d'ailleurs. Enfin bon, les drames, finalement, je la préfère en comédie, c'est autre chose. Bien. Je n'ai pas d'autres réactions, parce que là, je crains que j'ai beaucoup parlé. Oui, bon, Atari, ça, c'est à peu près, attendez, Atari doit avoir... C'est beaucoup plus tard, je pense. Atari doit être de 62 ou 63. C'est-à-dire à peu près 18 ans plus tard. Attendez, bien plus, attendez, 40, mais non, 25 ans plus tard. Je trouve qu'il y a quand même un parallèle entre les deux films. Il y a un esprit qui se ressemble. Ben, surtout sur la nature. Oui, et même le rapport avec les femmes. Ben, bien sûr, pareil. C'est très proche. C'est très proche. Et à la fin, la femme qui dérange tout le monde, tous les chasseurs, qui sont là pour chasser la nature. Et dans la nature, à la fin, c'est elle qui va l'emporter. Et l'animal, à la fin... je crois que c'est sur les éléphants qui, à la fin, fichent tout en l'air, quoi. La nature l'emporte et le travail de l'homme, bon, ben, tout est à recommencer. Mais bien sûr, Atari était un magnifique film aussi, la même chose, magnifique. Je oui. trouvais un peu plus nuancé dans le film Atari, ce rapport justement avec oui, mais... là, c'est un peu appuyé. Parce qu'on est encore au début de Hawks. Là, ça fait 10 ans qu'il fait du cinéma quand il fait ce film. L'autre, il y a 35 ans qu'il fait du cinéma. Il a fait beaucoup de films. Et donc, tout ça a mûri, évidemment. Il est moins schématique dans Atari que dans ce film, sur le discours lui-même. Bon, enfin, malgré tout, le discours y est. Non, je suis d'accord avec vous, bien sûr.
Chez vous, le sport favori de l'homme, des films comme ça sont tout à fait magnifiques. Le Grand Sommeil, dans le genre, puisque là c'est Faulkner, dans le genre film noir, c'est reste un des grands chefs-d'œuvre du film noir des années 40, 43. Bon, enfin, on va pas s'amuser. Rio Bravo, c'est quand même dans le genre western, ça reste un archétype. On pourrait s'amuser à faire toute son œuvre, mais ça va faire, je répète, cette espèce d'ambition. Je fais le film exemplaire de chaque genre. Voilà, plutôt, il faut plutôt dire ça. Voilà l'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour un film. Après, que d'autres travaillent autrement, ça ne dérange pas. Par exemple, c'est pas pour rien que Hawks et Ford avaient une très profonde admiration l'un pour l'autre, alors que c'est vrai qu'en aucun cas Ford pourrait faire du Hawks, en aucun cas Hawks peut faire du Ford. À chacun le registre. Mais on est là chez vraiment les très grands. Et ce qu'on appelle en réalité le cinéma classique, qui s'arrête relativement assez tard, il s'arrête en 60. Il y a encore quelques continuations après, mais ce grand cinéma classique, il est là, quoi. Et aujourd'hui, les cinéastes de quelque pays que ce soit regardent évidemment ces films, parce que bon, aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qui est logique, comme dans n'importe quel art, qu'on s'intéresse au passé de l'art et donc à l'admiration que l'on porte envers des grands artistes qui ont précédé. Mais il est vrai que les artistes, enfin les cinéastes aujourd'hui se disent c'est magnifique, mais on ne peut plus faire ça. Parce que plus rien ne fonctionne, à commencer par la production elle-même, qui ne peut plus produire ce type de produit. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on fait remarquez, je dis, on fait des produits, mais par exemple, Hawks a travaillé le péplum avec le truc des pharaons, là. Comment il s'appelle déjà le film? Comment? Non. Non, avec les pharaons, la construction des pyramides. Bon. Ou bien, je sais pas, des films de science-fiction. Il a fait des films de science-fiction. Il a tous les genres travaillés par Hollywood, il les a travaillés. Les films, oui, là c'est un peu le péplum aussi. Il les a tous faits. Il a fait Scarface, quand même. C'est lui qui a commencé la grande série des films de gangsters en 1932, Scarface. Enfin, je rappelle, quand on regarde sa filmographie, beaucoup de grands chefs-d'œuvre du cinéma américain ont été fabriqués par lui, quoi. Et c'est pour ça que je tenais un peu à passer un Hawks chez vous, et en même temps, autant en profiter pour passer une comédie, parce que bon, ça, on ne peut pas toujours rester dans le sérieux, donc il faut de temps en temps s'amuser un peu. Et là, on ne peut pas, on n'aurait aucune raison de le regretter, quoi.